Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Tahar Henni qui nous revient de Palestine. Alors Tahar est un journaliste qui a beaucoup d'expérience derrière lui. Il a été journaliste en Algérie, principalement, me semble-t-il, à l'Ouatan. Et puis maintenant, il est depuis quelques années donc journaliste à France 24, la télévision France 24. Tahar, bienvenue. Merci Youssef, merci de m'avoir invité. Merci aussi à l'impondérable de m'avoir invité. Alors, tu as beaucoup de choses à nous dire. Nous allons essayer de faire un peu la synthèse, toi et moi, avant de donner la parole à la salle. Alors, tu reviens quand même d'un séjour dans un pays que peu de gens connaissent, dont moi-même. Hein. Donc, tu as eu cette chance d'y aller. Si je te disais, Tahar, qu'est-ce qui t'a marqué le plus durant ce séjour? Qu'est-ce que tu me dirais? Je peux dire beaucoup de choses, mais ce qui m'a marqué le plus, c'est la colonisation sournoise des territoires palestiniens. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui dans les médias de colonisation, de colons, de nouvelles colonies qui se construisent soit à Jérusalem-Est ou dans la partie cisjordanienne. Mais moi j'ai vu en fait les techniques, les artifices qui sont basés soit sur la religion, soit sur le droit, soit sur l'archéologie, mais toutes ces techniques en fait permettent finalement d'arracher plus de territoires aux Palestiniens et pour les rendre des territoires israéliens. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire rapidement comment tu es entré dans ce pays que moi j'appelle Palestine, hein? Voilà. Oui, en fait, l'entrée en Israël est très très facile. En fait, peut-être c'est le pays où on peut entrer très facilement. En tout cas, comme journaliste, c'est la deuxième fois que j'y vais. Je suis parti en 2018 quand ils ont déplacé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et je suis reparti cette fois-ci. C'est très simple, en fait, il faut demander un visa, ce qu'on appelle l'ESTA, comme aux États-Unis. Et puis on le reçoit. Et en arrivant, on a juste à mettre son passeport dans comment on appelle ça, comme ça se trouve un peu partout dans les aéroports. On fait passer son passeport, puis il y a un visa qui sort automatiquement. On ne voit pas de policier, on ne voit personne. Alors il y a deux types de visas. C'est des visas volants parce qu'on ne met pas de cachet sur les passeports. Si tu as un visa vert, donc tu passes directement. Si tu as un visa marron, là tu seras soumis aux fouilles de la police. Donc moi par exemple j'ai eu un visa vert, donc je suis sorti complètement directement, et un collègue à moi il a eu un visa marron, il était obligé d'être fouillé en fait à la fin parce qu'il a un homonyme, c'est un Tunisien qui s'appelle Mohamed Farhat, et il y a un Tunisien qui est recherché en fait avec ce même nom, donc voilà, ils l'ont un peu interrogé, et puis 10-15 minutes après, il est sorti. Donc tout ce qu'on dit, en fait, on fouille les gens, on les dénude, on leur enlève les habits, tout ça, en fait, c'est pas vrai. En tout cas, nous, on l'a pas subi. Au retour, c'était la même chose. La seule chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont ouvert nos valises, et à l'intérieur des valises, ils ont mis un mot pour dire, voilà, c'est la sécurité de l'aéroport des Ben Gourion, nous avons ouvert tout ça, toutes nos excuses avec un numéro de téléphone, et pourtant ma valise il y avait un code chiffré, tout ça, mais ils ont pu l'ouvrir, mais ils n'ont rien pris, ils n'ont rien cassé. Donc ça il faut le dire aussi, c'est-à-dire que rentrer en Israël avec en tout cas un passeport français n'est pas quelque chose d'impossible, et même en tant que journaliste finalement, ils laissent les gens rentrer. Alors, quelles sont les régions que tu as visitées donc, en tant que journaliste? Donc j'ai visité Jérusalem, donc en général, puis Jérusalem-Est où j'étais resté longtemps, puis après j'ai traversé pour aller en Cisjordanie, la Cisjordanie notamment la capitale de ce qui devait être ou ce qui pourrait être l'État palestinien, donc Ramallah, et puis Nablus à 50 km après. J'ai visité aussi l'université de Birzeit. C'est une université très connue, peut-être la plus prestigieuse du Moyen-Orient, qui a formé beaucoup d'élites politiques, dont Mahmoud Darwish.
et dont aussi Marwan Barghouti qui est actuellement emprisonné. On a rencontré beaucoup d'étudiants et j'ai visité, j'ai sillonné un peu toute la région, un peu de la Cisjordanie, des Jérusalem-Est, que ce soit la mosquée Al-Aqsa, que ce soit les murs de lamentation, que ce soit la vieille ville où sont concentrées en fait toutes les crispations religieuses, ethniques et politiques. Voilà, ce que je peux dire, c'est que les Palestiniens rasent les murs, en fait. C'est peut-être l'expression que je pourrais employer. Et en même temps, ces murs, chaque pierre, en fait, veut raconter une histoire. On se sent dans une atmosphère, je ne sais pas comment la décrire, mais on est dans un autre monde, dans un autre lieu. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé. J'ai jamais ressenti une telle atmosphère que lorsque je suis à Jérusalem. Alors, tu as certainement discuté avec des Palestiniens. Comment voient-ils, ils sont donc en Cisjordanie, comment voient-ils le génocide à Gaza? Ils sont, bien sûr, ils suivent quotidiennement, puisqu'ils ont des familles là-bas, ils ne peuvent pas y aller, et ceux qui sont à Gaza ne peuvent pas venir. Ils suivent ça avec beaucoup de tristesse et d'amertume, et surtout ils suivent aussi l'incompétence, l'incapacité de la communauté internationale à mettre fin à ces génocides, si je peux l'appeler ainsi, et surtout aussi aux pays arabes qui ne bougent pas en fait. Ils ont repris un peu d'espoir avec la reconnaissance ces derniers en septembre à l'ONU de plusieurs pays de l'État palestinien, mais ils ne sont pas dupes, ils disent que voilà, reconnaître c'est une chose, mais sur le terrain, comme je l'ai dit au début, c'est totalement autre chose. Donc ils voient le rêve d'un pays à deux États selon les frontières de 1967 s'éloigner un peu plus, parce que, comme je vais l'expliquer, c'est comme si vous prenez, nous sommes ici dans cet endroit, c'est la Cisjordanie. La Cisjordanie est coupée en deux, déjà par la route 60, ce qu'on appelle la fameuse route 60, qui relie Jenin à l'est de Hébron au sud, et qui coupe en deux, qui balafre comme ça, comme un canif, comme un coup d'épée, la Cisjordanie en deux, qui rend donc l'existence géographique de la Palestine très difficile. Et en plus, cette route donc isole un peu plus les villages arabes et relie entre eux les colonies israéliennes. Donc quand vous prenez la route 60 qui fait à peu près 235 km, eh bien, il y a des portes, ce qu'on appelle les checkpoints, pour rentrer dans les villages arabes. Souvent, ces checkpoints sont fermés. Ils sont systématiquement fermés tous les jours, de 6 h du matin jusqu'à 9 h, pour permettre aux colons d'emmener leurs enfants à l'école sans qu'il y ait de l'embouteillage, de la circulation, d'aller après au boulot. Puis après, ils ouvrent donc toutes les portes qui donnent sur les villages palestiniens pour que eux, ils puissent finalement aller à leur boulot. Donc pour partir, pour être par exemple, pour faire 50 km de Naplouse jusqu'à Ramallah, où c'est la capitale, où il y a l'université de Berzit, si vous ne sortez pas de chez vous à 5 h du matin, il faut savoir que vous arrivez en retard à votre travail, à vos études. Donc nous avons rencontré beaucoup d'étudiants qui disent qu'ils arrivent systématiquement en retard parce que les checkpoints, en fait, les sorties qui sont limitrophes à leur village sont fermées le matin. Donc ça, c'est déjà une façon de couper, si vous voulez, les villages et de rendre la vie des Palestiniens difficile. À Naplouse, par exemple, il y a un grand camp qui date de 1948, qu'on appelle le camp de Balata, peut-être vous le connaissez, et où il y a 33 000 donc, réfugiés palestiniens qui sont venus en 1948. Ces gens-là travaillent en majorité à Ramallah, donc ils doivent faire chaque matin 50 km, et avec la fermeture des checkpoints, ils n'arrivent plus, ils ont perdu leur boulot parce qu'ils arrivent en retard. Ils ne peuvent plus aller aussi dans les colonies palestiniennes pour travailler depuis le 7 octobre parce qu'ils ont licencié tous les travailleurs israéliens. Et donc il y a un taux de chômage qui a grimpé parmi la population palestinienne. Il y a une pauvreté aussi qui touche cette population de plus en plus, notamment depuis le 7 octobre.
Voilà, un tableau bien sombre que nous avons lu par ailleurs, hein, mais toi tu l'as vu de près. Est-ce que durant ton séjour tu as assisté à des accrochages ou même des exactions? On dit que c'est assez courant de l'armée israélienne vis-à-vis des Palestiniens en Cisjordanie. Personnellement, j'ai pas assisté, mais par exemple la route 60, en fait, on l'appelle la route de la mort ou la route de l'apartheid. C'est une route, en fait, c'est le seul endroit où se rencontrent les voitures palestiniennes et israéliennes. Les voitures israéliennes ont un matricule jaune et les voitures palestiniennes ont le matricule vert. Donc c'est le seul, mais sauf que les voitures palestiniennes ne peuvent pas s'arrêter sur cette route. C'est-à-dire gare au chauffeur qui tombe en panne, gare à une voiture dont le pneu sera crevé, parce qu'il sera tout de suite attaqué par les colons qui surplombent cette route, parce qu'il faut comprendre que les colonies sont construites sur les flancs de montagne pour dominer les villages palestiniens et surtout pour avoir une emprise physique sur ces villages et capter toutes les ressources en eau. Donc cette route, c'est la route de la mort. Dès qu'il y avait déjà beaucoup d'attaques sur place, des colons qui attaquent, et aussi il y a aussi le positionnement de l'armée israélienne sur toutes les intersections qui mènent vers les villages, vers les colonies israéliennes. Donc déjà il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de morts sur cette route, et donc les voitures palestiniennes roulent à toute allure et ne peuvent pas s'arrêter. Même si vous avez un pneu crevé, il faut vous débrouiller pour continuer avec jusqu'à arriver à un village palestinien pour le repérer. Donc c'est une route en fait qui déchire complètement et qui sépare complètement la Cisjordanie en deux. Ce qui rend d'ailleurs la solution à deux États, de mon point de vue, très très difficile à concrétiser. Alors, tu as certainement discuté avec des Palestiniens. Est-ce qu'ils accordent toujours du crédit à ce qu'on appelle l'autorité palestinienne aujourd'hui? L'autorité palestinienne est présente mais absente en même temps. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, ce que j'ai ressenti, c'est que l'autorité palestinienne sous-traite la sécurité à Israël. Et surtout, met de plus en plus de pression sur les Palestiniens. Par exemple, quand il y a eu la reconnaissance de la France et de l'ONU, donc en grande pompe de l'État palestinien, beaucoup de Palestiniens à Ramallah sont sortis pour essayer un peu d'exprimer leur joie. Ils ont été tout de suite réprimés par la police palestinienne parce qu'on ne voudrait pas montrer que les Palestiniens pavoisent et sont contents, sinon ça ne plaît pas aux Israéliens. Donc si vous voulez, l'autorité palestinienne en fait fait le travail que les Israéliens ne font pas, donc ils matent leur propre population. Et j'ai discuté avec beaucoup de Palestiniens qui parfois disent on arrive à discuter avec les militaires israéliens mais pas avec les gens de l'autorité palestinienne. Et les cantonnés dans ce qu'on appelle la Mokata'a, la présidence palestinienne, et ils sortent pas uniquement pour réprimer, pour arrêter des gens. Si vous avez par exemple une marchandise sur le trottoir, ils vont vous dire de l'enlever, tout ça. Donc ils vivent en fait une double pression, celle des Israéliens qui rentrent aussi dans la Cisjordanie, qui rentrent, par exemple j'étais à Birzit un samedi, le dimanche, l'armée israélienne est rentrée dans cette université, ils ont tout saccagé, ils ont arrêté des étudiants. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils ont entendu qu'il y avait des gens qui sont venus, mais c'est courant, ils rentrent même dans les maisons, ils prennent les gens qu'ils cherchent, tout ça, et l'autorité ne fait rien, au contraire, il les accompagne. En fait, il leur facilite presque la chose. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'autorité palestinienne n'a aucun crédit aux yeux des Palestiniens, en fait. C'est fou de le voir. D'ailleurs, Mahmoud Abbas lui-même ne peut pas prendre par exemple la route 60 parce qu'il va être arrêté. Il pourra attendre 5 heures pour faire 50 km. Ce qu'il fait, il vient par exemple quand il voyage à l'étranger, il prend l'hélicoptère de la Mokata'a, donc du siège de sa présidence, il va en Jordanie. Et c'est à partir de la Jordanie qu'il part. C'est à peu près, je dirais à peu près 50 km à vol d'oiseau, donc là, son siège et la Jordanie. Ce que je voulais aussi rajouter, Youssef, c'est
j'ai passé aussi beaucoup de temps à Jérusalem-Est. Il faut savoir que Jérusalem-Est, aujourd'hui, les colons veulent récupérer les maisons à Jérusalem-Est et les terres aussi, parce qu'ils veulent expulser tous les Palestiniens de Jérusalem-Est. Il y aurait à peu près 20%. Donc il y a par exemple une loi qui a été adoptée il y a longtemps qui s'appelle la loi des propriétaires absents. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? C'est-à-dire que si par exemple vous avez une maison située dans Jérusalem-Est mais que vous n'habitez pas parce que vous êtes par exemple dans une autre ville ou par exemple vous êtes à l'étranger, vous travaillez, à partir du moment où cette maison est vide, les colons viennent la prendre. Et quand ils prennent cette maison, ils viennent bien sûr avec des militaires, tout ça, ils plantent le drapeau pour dire que cette maison maintenant est devenue une maison israélienne. Donc c'est ce qu'on appelle la loi des propriétaires absents. Sous prétexte que vous êtes absent, donc elle vous appartient plus. Si vous louez aussi votre maison et que ce sont des autres qui habitent dans cette maison, ils viennent aussi vous dire voilà, cette maison aussi ne vous appartient pas. Et donc c'est comme ça qu'ils prennent, ils ont pris déjà plus de 1500 maisons, et quand ils n'arrivent pas à prendre, la mairie de Jérusalem donc donne qu'on appelle des autorisations de destruction. J'ai vu beaucoup de gens qui ont perdu leur maison. En fait, l'armée vient, ou la police vient avec des bulldozers qui détruisent les maisons des Palestiniens, sous prétexte parce qu'elle est située sous un site archéologique qui renferme par exemple un ancêtre juif ou quelque chose comme ça. Ils détruisent et c'est le propriétaire qui paye les frais de la destruction. C'est-à-dire pour vous montrer un peu jusqu'où peut aller la folie un peu de ces gens-là. J'ai travaillé, on a fait tout un reportage avec un monsieur. Il paye 15 000 $ la destruction de sa propre maison qu'il a hérité de son père, de son grand-père, qui existe depuis l'Empire ottoman. Et aujourd'hui, chaque mois, il paye 1000 €, 1000 $ pour juste les frais de la destruction. Du coup, les Palestiniens qui n'ont pas les moyens, c'est eux-mêmes qui commencent à détruire leur propre maison. Donc vous voyez un peu comment dire, l'attaque psychologique en fait de détruire sa propre maison. Et c'est tout ça en fait. On ne vous laisse pas par exemple rentrer à la mosquée Al-Aqsa, on ne laisse pas les touristes étrangers rentrer à la mosquée Al-Aqsa. Pourquoi? Pour justement ne pas montrer, ne pas donner l'impression que c'est un lieu culturel, que tout le monde peut visiter, que tout le monde veut découvrir. Il faut qu'il reste dans la discrétion, on ne voit pas. Par contre, si vous voulez rentrer au mur de lamentation, c'est plus facile. Parce qu'on veut justement, en fait, on veut avantager tout ce qui est israélien et on veut tout invisibiliser et minorer tout ce qui est palestinien. Donc ça, ce sont les pratiques dont on ne parle pas beaucoup dans les médias, mais ce sont des pratiques réelles. Il y a un quartier, vous avez entendu du quartier Sheikh Jarrah il y a 2-3 ans, qui a été envahi par les pelleteuses, tout ça. Moi j'ai visité un quartier qui est juste en contrebas, qui s'appelle Haï Silouane, le quartier de Silouane, sous prétexte qu'il y a des fouilles et qu'un temple a existé là-bas il y a 3000 ans. Ils ont tout détruit pour chercher soi-disant ce temple. Ils ne trouvent pas, mais malgré ça, ils disent maintenant ça y est, c'est devenu une terre palestinienne. Donc ils grignotent petit à petit les territoires, et c'est en plus à Jérusalem-Est, c'est même pas en Cisjordanie, c'est-à-dire à côté. C'est pour vous dire qu'ils font tout en fait pour que la solution à 2 États devienne impossible. Depuis 1967 aujourd'hui, il y a plus de 700 000 quand même colons qui sont venus. Il y a des colonies qui sont autorisées et il y a d'autres colonies en fait qui sont des colonies sauvages. C'est une famille de colons qui vient dans un territoire, sur une terre d'un Palestinien, qui installe ce qu'ils appellent là-bas un hotspot, c'est un centre de sécurité avancé. Et ils prennent la terre, et comme ils sont protégés, donc l'armée va venir aussi s'installer à côté pour soi-disant protéger ces colons des Palestiniens. Et petit à petit, ils installent des hotspots un peu partout. C'est comme si dans ce lieu, on installe un peu partout. Et avec le temps, ça devient en fait un territoire israélien. D'ailleurs, Smotrich, le ministre des Finances,
dit qu'il faudrait en tout cas annexer 82% jusqu'à 90% du territoire, ce qui rend, de mon point de vue, la solution à deux États difficilement applicable, en tout cas sur le terrain. Merci Tal. Si tu veux bien, on donne la parole à nos amis et tu vas rebondir avec d'autres éclaircissements. Eh bien, ce que vous racontez est effroyable. Je voudrais savoir si, par rapport, parce que nous sommes quand même à un moment où il y a un génocide qui continue à Gaza, et avez-vous eu une préparation psychologique pour vous rendre en Israël? Et une autre question, avez-vous quand même subi une quelconque pression par rapport à votre métier quand vous étiez sur place, par rapport au contrôle de l'information qu'exerce Israël? Merci. En toute honnêteté, je réponds par la deuxième question. Oui. Il y a aucune, faut dire la vérité, à partir du moment où on a eu les autorisations, donc l'ESTA et ce qu'on appelle le GPO, c'est-à-dire que c'est une forme d'accréditation, c'est Government Press Official GPO, on a fait ce qu'on a voulu, on a bougé là où on a voulu. La seule difficulté qu'on a eue, c'est en travaillant avec les colons, parce que ce sont des colons, donc des civils qui sont armés, qui n'aiment pas trop parler aux journalistes, parce qu'ils n'aiment pas justement qu'on montre un peu ce qu'ils font, comment ils acquièrent les terres, comment ils grignotent. C'est le seul problème ou la seule crainte qu'on a eue. Donc, pour être honnête, il n'y a jamais eu de problème. En 2018 aussi, il n'y a pas eu de problème de ce point de vue-là. Ça, c'est un. Pour la première question, c'était est-ce que je suis préparé à ça? Moi, oui, parce que c'est mon métier, je suis grand reporter, donc je fais ça depuis des années en fait, et je connais un peu les terrains de guerre. J'ai fait pratiquement toutes les guerres, le Mali, j'ai fait l'Ukraine, j'ai fait l'Irak, la Libye, tout ça. Donc on est préparé psychologiquement. On a même fait des préparations avec les forces spéciales en fait dans des contextes difficiles. Comment comment se tenir, comment moi je peux sauver par exemple un collègue s'il est atteint d'une balle, mais dans certains endroits, c'est-à-dire pas la tête ou le cœur, mais s'il est atteint par exemple l'estomac, ou je peux le sauver en moins de 2 heures, parce qu'on a appris en fait à comment un peu secourir les gens. Donc moi personnellement, ce qui m'a frappé surtout, ce qui m'a rendu triste en fait, c'est le sort de ce peuple très cultivé, très intelligent, très alerte, tout ça, mais qui vit qui vit comme ça, coincé, et qui n'arrive pas à s'exprimer. C'est ça qui m'a frappé le plus en fait. Bonsoir, merci pour l'exposé et le beau... Bon, je vais pas dire le beau tableau quand même, parce que c'est pas un tableau beau, mais quand même le descriptif a été quand même bien fait à mon avis. J'avais une question par rapport aux enfants palestiniens. Est-ce que vous avez été en contact avec eux et quel est leur état psychologique? Parce qu'on a comme l'impression que c'est des enfants résilients, mais un peu des enfants qui sont nés dans cet environnement assez hostile. On voit quelqu'un qui perd un enfant qui perd ses parents, mais quand même qui s'exprime comme si rien ne se passe. Comment vous voyez leur état psychologique? Et si par exemple là, on se dit que la guerre s'arrête là, quelle projection vous faites sur la Palestine au vu de l'état psychologique des enfants? Moi, j'ai pas été à Gaza, donc Gaza et la Cisjordanie, c'est deux territoires différents, mais j'ai vu des enfants en Cisjordanie, j'ai vu des enfants, par exemple, à Jérusalem, par exemple, là-bas, on ne peut pas porter le kéfier palestinien quand on descend en ville. La vieille ville, il y a plusieurs portes, la porte des Maghrébins, la porte de Damas, la porte ceci. Il y a des militaires israéliens qui sont postés, et si vous portez un kéfier, ils vous l'enlèvent. Ils vous l'enlèvent, ils vous empêchent de rentrer.
Donc il y a les enfants, bien sûr, sont traumatisés, mais en même temps, ils ont grandi avec ces éléments-là, avec cette guerre-là, avec cette situation-là politique. Donc ce sont des enfants, comment dire, ce sont des hommes, même avant même de grandir, ils ont mûri par le combat, par les graffitis qui sont sur le mur, moi j'ai été avec beaucoup d'étudiants à l'université Berzit, c'est-à-dire moi j'ai dit mais c'est des gens plus très intelligents qui font des études en intelligence artificielle. Je leur dis mais est-ce que vous rêvez de partir par exemple? Jamais un me dit oui je rêve de partir. Ils disent peut-être qu'on peut partir pour étudier, mais nous on revient ici. Si on doit mourir ici. Donc il y a, c'est pour dire que la question palestinienne n'est pas finie, c'est-à-dire peu importe ce qu'on fait, peu importe maintenant les stratagèmes et les artifices qu'Israël essaie d'inventer pour dire que tout est fini, mais en fait non, il y a toujours, c'est un peuple voilà, il a une vitalité qui est vraiment alerte et il a une résilience incroyable en fait. Et l'autre question, c'est d'un point de vue communicationnel, parce qu'on voit dans les médias, on parle tout le temps de guerre entre Israël et Hamas, alors qu'on sait qu'en réalité, c'est pas Israël et Hamas. C'est comme si, quand on dit l'Israël contre le Hamas, on minimise un peu l'ampleur de la guerre, comme pour dire que Israël attaque un groupe terroriste. Comment vous expliquez cela? Merci. Pour moi, c'est-à-dire la guerre, si on parle de la guerre, c'est à Gaza, donc... Le problème d'Israël, c'est que quand, par exemple, il veut tuer un chef du Hamas, il va tuer 100 personnes avec lui. Donc ce sont des victimes collatérales. Il peut tuer, là, par exemple, depuis le début de la guerre, ils ont tué à peu près 6000 personnes, 6000 combattants du Hamas. Mais combien de civils? Plus de 60 000 civils. Mais pour Israël, ce sont des dommages collatéraux. Donc c'est ça le problème. Moi j'ai été en Irak par exemple pendant la guerre du Golfe. Les États-Unis, ils ont ce qu'on appelle les frappes chirurgicales, et c'est vrai, quand ils frappent et ils font une frappe chirurgicale, ils tuent vraiment la personne sans commettre beaucoup de morts à côté. Mais Israël aujourd'hui, parce que le but c'est de tuer bien entendu les combattants de Hamas, mais aussi le maximum de Palestiniens, parce que c'est une guerre aussi de natalité, de nombre et d'existence en termes de nombre aussi. Par exemple, ils essayent de viser beaucoup les femmes, parce que ce sont les femmes qui ont des enfants, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, tout est sournois, et si on n'est pas sur place, on ne peut pas le voir. On ne le dit pas souvent, on ne le montre pas beaucoup en fait. Bonsoir tout le monde. Donc ma question elle est simple, c'est-à-dire merci pour votre témoignage. Vous n'avez fait que confirmer ce qu'on pensait, on a vécu de loin. Ma question elle est simple. Vous avez témoigné d'une tragédie, c'est-à-dire qui est là. Mais là, je vous pose la question, comment vivez-vous, et comment vous vivez même jusqu'à aujourd'hui, cette tragédie de l'homme, le journaliste, la personne humaine, dans le sens, par rapport aux médias d'une façon générale, parce que ce que vous avez d'une façon éloquente, c'est-à-dire présenté, malheureusement n'est pas porté sur les médias, qu'ils soient publics, même privés, ici en France particulièrement, par rapport justement à vos propres peut-être déceptions de ne pas pouvoir raconter ce que vous venez de raconter au sein de votre je veux dire, employeur. En tout cas, je ne parle pas uniquement là où vous travaillez, en tout cas c'est le cas, on constate. Il y a beaucoup, moi j'ai eu l'occasion des gens qui ont fait des témoignages par rapport à ce qu'ils ont vu et qu'ils n'ont pas pu voir leur travail qui a été fait, validé par la ligne éditoriale ou les patrons des médias. Merci beaucoup. Moi ce que je raconte en fait, on l'a écrit, hein, donc nous à France 24, enfin, de toute façon il n'y a pas de liberté totale, en fait, il n'y a aucun média qui... Parce qu'il faut aussi qu'on se dise une chose, c'est-à-dire que souvent d'ailleurs on a cette réflexion de la part des Algériens, c'est-à-dire quelqu'un qui finance un média, c'est normal, c'est-à-dire celui qui veut
peser sur le cours de l'histoire, il doit avoir ces médias, il doit les financer. Nous, à France 24, on est quand même un secteur public, donc nous ne sommes pas un média d'État, nous sommes un média public, nous sommes payés par les contribuables français. Nous sommes 4 chaînes, donc l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol. Il y a 54 nationalités dans 54 points de vue. Donc on essaye vraiment de... Je ne sais pas, l'objectivité n'existe pas, mais d'être honnête. Et tout ce que je raconte, nous, on l'a écrit en arabe, en anglais et en français. Mais après, les autres médias qui sont financés, je ne sais pas, par Bolloré ou par n'importe quel autre, c'est normal en fait. Moi, ça ne me choque pas aujourd'hui. Il n'y a que nous qui sommes un peu choqués de dire oui, mais les médias ne sont pas... Il n'y a pas de médias en fait. On ne peut pas dire qu'un média est à 100% objectif. Celui qui finance impose sa ligne éditoriale. C'est pour ça que la Russie a créé Russia Today et Sputnik. C'est pour ça aussi que la Turquie a créé des médias, tout ça. Donc, je veux dire que moi, personnellement, j'ai dépassé ce débat, en fait. On ne peut pas attendre, même Al Jazeera, elle fait aussi le travail, les agendas du Qatar, c'est normal. Al-Arabiya de l'Arabie Saoudite, le financeur, c'est lui qui détermine la politique et l'éditorial de la chaîne. Ce n'est plus comme avant, en fait, de dire oui, il faut être indépendant, il faut dire... Ça n'existe plus, en fait, pour moi, aujourd'hui. Et je le vois parce que je suis dedans, en fait. Et j'ai bien vu comment, au départ, les médias français ont couvert le 7 octobre. C'était grave. Y compris Le Monde, par exemple, qui, soi-disant, est un média un peu équilibré. Le début, c'était catastrophique pour moi. Mais après, ils essaient un peu maintenant d'équilibrer parce que, après, combien de morts, combien de... Mais c'est de bonne guerre, en fait. Celui qui veut influencer, qui veut peser sur le cours de l'histoire, n'a qu'à financer un média. Et c'est ce que je trouve malheureux pour les pays arabes qui, au lieu justement de financer, de créer des véritables médias parce que les compétences existent, ils sont en train déjà de casser et de détruire même ce qui existe déjà. Pardon, juste quelque chose. Moi, la question, ça je ne fais pas des livres, juste la question à vous, en tant que personne, comment vous voyez cette tragédie? Parce que quand on voit cette Oui. on est interpellé. Moi, j'ai vu beaucoup de tragédies, malheureusement. J'ai vu des centaines de milliers de corps, des centaines de corps à Tripoli. En fait, quand je suis en reportage, je suis en, comme on appelle chez nous, en pilotage automatique. Je suis une autre personne, en fait. J'ai vu des morts au Mali, j'ai vu la guerre en Libye, j'ai vu, par exemple, quand la guerre a éclaté en Ukraine, j'ai accompagné des gens qui fuyaient, qui traversaient de l'Ukraine en Moldavie, des gens comme vous, comme moi, des familles honorables qui travaillaient, des directeurs d'agences, des directeurs de banques, qui avaient leurs valises et qui partaient. Mais moi, je fais vraiment la distinction entre moi-même en tant que personne. Par exemple, en Libye, en 2011, la guerre, j'ai vu, en fait, on est arrivé dans un hangar où il y avait plus de 36 Libyens qui ont été brûlés, en fait. Le régime Kadhafi les a mis dans un hangar, il a allumé les pneus, et on trouvait à la fin, ils fuyaient vers le mur, mais à un moment, ils ne pouvaient plus sortir, ils étaient consumés par le feu, et on trouvait les squelettes, tout ça. Et on prenait des photos, on filmait tout ça, sans ressentir. C'est au retour, quand j'arrive ici, quelques temps après, je vois mes enfants, je vois tout ça, ça m'arrive parfois même à pleurer, à dire mais d'abord j'ai risqué ma vie, et deuxièmement, ce que j'ai vu en fait, finalement, ça sort de l'entendement. C'est pas quelque chose qui est normal, mais c'est comme ça. Si on veut faire un peu ce métier, il faut être un peu comme ça, sinon on ne peut pas en fait. Parce qu'il y a tellement d'injustices et de tragédies qu'on abandonne. Alors, qu'est-ce qui nourrit chez vous cette passion pour ce métier à risque? Voilà. Bah, je pense que c'est comme Youssef. Moi j'aime bien en fait, j'aime bien... Est-ce que c'est l'urgence de témoigner? Voilà, exactement. J'aime bien en fait, j'aime bien parler des histoires des autres en fait. J'aime bien aller voir les gens, comment ils vivent, comment ils...
leurs problèmes, comment ils voient le monde, en fait. Et j'ai découvert, en fait, qu'il y a d'autres mondes ailleurs, en fait. Parce que quand on vit en France et en Europe, tout ça, on pense que notre monde c'est le meilleur, les standards démocratiques sont les meilleurs, nous sommes tous beaux, nous sommes égalitaires, tout ça. En fait, moi, de par un peu mes petits voyages, j'ai découvert qu'il y a d'autres mondes ailleurs, en fait, d'autres logiques qui ne sont pas aussi mauvaises que les logiques qu'on a, et d'autres standards, en fait, qui sont pas contraires aux standards que nous avons. J'ai vécu, par exemple, plusieurs années dans les pays du Golfe, tout ça, et j'ai découvert un autre monde aussi dans les pays du Golfe, tout ça. Donc, c'est surtout l'envie de raconter les histoires des autres, de rentrer comme ça dans des maisons d'Ukrainiennes, à qui ne reste plus rien, et ils vous étalent tout, d'aller par exemple, j'étais en Syrie en janvier, avec des gens qui n'avaient plus rien, mais qui vous offrent le café et le thé. Ils vous ramènent le café, le thé, les petits gâteaux, parce que c'est ça en fait, c'est ça la culture orientale, tout ça, et vous leur dites, mais non, mais au contraire, c'est moi, non, si vous prenez pas le thé, on parle pas avec vous. C'est-à-dire, donc voilà, c'est l'envie de raconter un peu ces gens qu'on voit pas finalement, ces gens qu'on voit pas, dont les médias ne parlent pas beaucoup, et c'est ça qui m'attire moi en fait, en vérité. Bravo. Notre ami Ismaël, normalement, il a une petite question. Il est en train de siroter son verre, mais il a quelque chose à dire. Oui, avec plaisir. Il avait une, mais là tu l'as. J'avais une question, mais c'est parti. Non, en tout cas, tu m'as raconté un petit peu ce qui s'est passé. C'est juste que la question, oui, je voulais te poser, c'était est-ce que tu as rencontré des gens de Haaretz, par exemple des journalistes, et puis je sais pas, quelqu'un, peut-être un journaliste de Haaretz en Cisjordanie. Et aussi, comment tu ressens le fait que en 2014, quand il y a eu les événements déjà de Gaza, il y a eu quand même des manifestations en Israël, il y a eu 300 000 personnes par exemple qui sont sorties. Aujourd'hui, Netanyahou, on ne peut pas dire qu'il est contesté par toute la société, il est peut-être contesté par les familles d'otages, mais pour le reste, il est tranquille, j'ai l'impression. Comment tu le ressens? Non, il y a quand même des manifestations qui se déroulent à Jérusalem parce que les gens sont fatigués de Netanyahou. Par exemple, à Jérusalem, chaque soir, il y a les familles des otages qui se mettent devant la maison de Netanyahou tous les soirs et plus encore les week-ends pour crier justement et dénoncer cette guerre et dire que c'est de sa faute. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la société israélienne ces dernières années s'est droitisée davantage en fait. J'ai l'impression que le camp de gauche de la paix d'avant n'existe plus. Il a été emporté par un raz-de-marée avec l'arrivée des milliers de colons et surtout par la montée des ministres comme Bezalel Smotrich, comme Ben Gvir, pour tous ces gens-là qui sont des suprémacistes raciaux, tout ça. Et c'est ça d'ailleurs qui a permis à Netanyahou d'avoir la majorité au Knesset aujourd'hui. Il faut savoir que Netanyahou ne tient qu'à 5 voix au Knesset, c'est-à-dire qu'il a 64 voix sur 120. Si 4 voix, c'est-à-dire le lâche, il va perdre la majorité. Et ces 4 voix, justement, c'est le parti Chasse, le parti de Ben Gvir, de tous ces suprémacistes sionistes. Et c'est eux d'ailleurs qui sont contre avec tout ce qui se passe actuellement. Ils ont décidé de ne pas voter donc la fin des hostilités. Donc peut-être quelque chose va ressortir maintenant. Peut-être que Netanyahou risque de tomber dans les semaines, peut-être les mois à venir, si cette opération d'échange de prisonniers et d'arrêt de la guerre allait jusqu'à son terme.
Parce que eux, ils veulent pas, ils veulent détruire, ils veulent prendre, comme je disais au début, 85% des territoires. Ils veulent la destruction de Gaza complètement. Ils veulent aussi la destruction de l'autorité palestinienne. Ils refusent aussi une administration internationale pour gérer un peu les affaires maintenant à Gaza. Mais donc aujourd'hui, je pense que la guerre va être entre les Israéliens. D'ailleurs, ça me vient à l'esprit, un Palestinien m'a dit qu'on arrivera un jour où il y aura une guerre entre l'armée israélienne et les colons. Parce que les colons ont pris tellement de pouvoir que si demain il y a une solution qui est imposée par notamment les Américains et que les Israéliens sont obligés d'appliquer, il y aura, l'armée sera obligée un peu de taper sur le colon et ça peut être entre eux, il pourrait y avoir des hostilités entre eux aussi. Donc vraiment, c'est incertain ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que tout ça va être négativement reçu par les Palestiniens de toute façon. Voilà. Merci à vous en tout cas. Voilà. Bonsoir, j'allais vous poser presque la même question que M. Ismaël. Est-ce que vous avez parlé avec les Israéliens pour savoir juste leur regard ou bien leur opinion vis-à-vis de cette guerre? Et j'ai pensé aussi à la deuxième question. J'ai vu d'après les informations ce matin, l'Israël a déclaré qu'en quoi, à partir de la semaine prochaine, ils vont commencer à détruire tous les tunnels. Ce que veut dire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y aura une autre guerre? C'est un autre moyen de continuer la guerre. Qu'est-ce que vous pensez d'une manière générale? Oui. Alors, pour les personnes qu'on a vues, les Israéliens, on a vu notamment les colons, comme je disais au début. Pour les colons, de toute façon, ils disent, quand il y a eu la reconnaissance de la France et de plusieurs pays européens, ils ont dit de toute façon, ils n'ont qu'à les prendre chez eux. Voilà, ils le reconnaissent, ils n'ont qu'à les prendre chez eux. Donc ils disent, nous c'est notre terre, on va récupérer toute cette terre et on va tout faire pour la récupérer. Donc ça, c'est les colons, parce qu'on a fait un sujet sur les colons parce que c'est très sensible. Maintenant pour Gaza, effectivement, c'est normalement dans les accords qui sont en train d'être signés où il y a cette possibilité de détruire les tunnels pour empêcher la reconstitution du Hamas. Et je pense que déjà beaucoup de tunnels ont été détruits, mais il y aura aussi d'autres tunnels qui vont être détruits parce que ça rentre dans l'accord global entre les deux parties. Oui. J'ai une petite question à vous poser. On parle souvent même du groupe nominal, solution à deux États. Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous existe vraiment, ou c'est une sorte finalement presque d'invention, dans la mesure où les personnes à qui on demande de vivre ensemble, c'est un accord qui est unilatéral, et maintenant avec les générations, le temps qui s'écoule, il est même, enfin, aucune des générations, les jeunes qui sont en Israël ou les jeunes qui sont en Palestine, à Gaza, etc., est-ce qu'ils ont vraiment envie de vivre ensemble? Est-ce que c'est pas quelque chose finalement qui a été imposé? Quand on en parle, est-ce que c'est pas quelque chose qui est conceptuel? On passe beaucoup de temps à en parler, beaucoup de temps à définir. Est-ce que c'est un État? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un génocide? Est-ce que quelque part on ne passe pas beaucoup de temps dans une guerre des mots, MOTS, alors qu'on a du mal finalement à se poser la question aussi de la question du rapport qu'il y a aussi entre l'Occident et l'Orient? Parce que j'ai aussi l'impression que cette guerre, il y a aussi un rapport de monde occidental, parfois contre le monde, parfois... Non, en fait, là, pour moi, ça c'est un avis personnel. La solution à deux États peut se faire, mais à condition déjà de revenir sur les frontières de 1967. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que depuis les accords d'Oslo en 1993, il y a eu plus de territoires conquis, palestiniens conquis par les Israéliens, et plus de colons arrivés. Donc ce que nous disent les Palestiniens, ils disent qu'en fait, cette stratégie a été déjà pensée depuis un siècle par les Israéliens, par les colons israéliens. En fait, voilà. Donc la solution, telle que je l'ai vue sur le terrain, est difficilement applicable parce que il y a un bout d'Israël dans chaque territoire palestinien. Donc comment peut-on décréter un État
si vous ne pouvez pas aller du point A à point B. D'accord? Et deuxièmement, il faudrait d'abord que l'autorité palestinienne ait un véritable pouvoir politique et militaire et surtout économique, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, l'argent qui rentre des impôts, tout ça, qu'Israël perçoit, c'est à peu près 3,5 milliards de dollars, n'est pas reversé à l'autorité palestinienne. Donc tous les systèmes publics, tout ça ne sont pas tenus. Donc les hôpitaux ne fonctionnent pas beaucoup, les routes sont défoncées, les gens n'ont pas de travail, tout ça. Donc c'est difficile en fait de concevoir un État dans ces conditions-là. Il n'y a pas de continuité géographique entre déjà la Cisjordanie elle-même, et je ne parle même pas avec Gaza. Donc moi je pense que c'est une solution qui arrange beaucoup plus le monde occidental de dire oui, des États, tout ça, mais qui va renvoyer les 400 000 colons qui sont installés avec famille, bagages, tout ça, dans tous ces villages. Il y a quand même plus de 150 colonies et de nouvelles colonies légales et illégales. Qui va les renvoyer? Où est-ce qu'ils vont repartir? C'est-à-dire que c'est en fait c'est la politique du fait accompli. Donc moi personnellement, la solution à 2 États est difficilement envisageable. Maintenant, pour la guerre entre l'Occident et l'Orient, je pense que ça, je ne sais pas quoi dire. En fait, c'est un gros problème parce que les chrétiens aussi souffrent aussi à Jérusalem. Moi, j'ai vu des chrétiens souffrir. Ils ne peuvent pas sortir avec leur tenue, marcher dans la vieille ville. Ils sont tout le temps harcelés aussi par des colons, par des Israéliens. En fait, ils ne veulent plus. Ils ont changé tous les noms des rues, ils ont des plaques. Enfin, tout est en train d'être changé, comme si, voilà, d'ici peut-être un siècle, on dirait que voilà, il n'y a jamais eu de Palestiniens, il n'y a jamais eu de musulmans ni de chrétiens dans cette terre. Et cette terre a été depuis toujours judaïque, en fait. C'est ça. Moi, juste une question. Oui, juste une petite question. Comment est perçu le fait que Mahmoud Abbas n'est pas impliqué dans les négociations? Comment ça est ressenti des gens? Oui, des gens. Oui, Mahmoud Abbas, comme je l'ai dit au début, c'est que on ne le voit pas en fait, personne. Il n'a pas de rôle à jouer. D'abord, il est illégitime depuis un certain nombre d'années parce qu'il n'a pas organisé d'élection, donc c'est pas un président légitime en fait aux yeux de la loi et du droit international. Et la deuxième des choses, c'est que, comme je disais tout à l'heure, en fait, il n'a aucun pouvoir parce qu'il est soumis à l'autorité israélienne en fait. Il ne peut pas sortir. Pour sortir, il lui faut une autorisation. Pour bouger d'un endroit à un autre, prendre par exemple la route 60 dont je parlais, il est soumis à 2 autorisations. Donc il n'a aucun pouvoir en vérité. L'autorité palestinienne n'a aucun pouvoir, si ce n'est peut-être celui de sous-traiter la sécurité à Israël, de mettre encore plus de pression sur les Palestiniens, de les empêcher par exemple, comme je disais, de montrer par exemple leur joie quand certains pays européens ont reconnu l'État palestinien. Donc on parle beaucoup plus d'une autorité internationale, on parle beaucoup plus de technocrates palestiniens, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très cultivés, très forts, qui pourraient éventuellement jouer un rôle plus tard. Et aujourd'hui, les États-Unis et l'Europe aussi appellent l'autorité palestinienne à se réformer, c'est-à-dire à organiser de nouvelles élections, et voilà, à avoir un véritable État. Donc dans l'État actuel, l'autorité palestinienne, elle n'a aucune légitimité. Écoute, merci.
merci d'être passé à l'impondérable. Nous avons appris beaucoup de choses. Effectivement, bonne continuation hein, dans ton travail excellent depuis de longues années. Merci. Merci. À tout le monde.